Chapitre 13 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 13. Changement de temps. Fièvre de Kennedy. La médecine du docteur. Voyage par terre. Le bassin d'Imenge. Le mont Rubeho. À 6000 pieds. Une halte de jour. La nuit fut paisible. Cependant, le samedi matin, en se réveillant, Kennedy se plaignit de lassitude et de frissons de fièvre. Le temps changeait. Le ciel, couvert de nuages épais, semblait s'approvisionner pour un nouveau déluge. Un triste pays que ce Zungomero, où il pleut continuellement, sauf peut-être pendant une quinzaine de jours du mois de janvier. Une pluie violente ne tarda pas à assaillir les voyageurs. Au-dessous d'eux, les chemins, coupés par des nullats, sorte de torrents momentanés, devenaient impraticables, embarrassés d'ailleurs de buissons épineux et de lianes gigantesques. On saisissait distinctement ces émanations d'hydrogène sulfuré dont parle le capitaine Burton. D'après lui, dit le docteur, et il a raison, c'est à croire qu'un cadavre est caché derrière chaque hallier. Un vilain pays, répondit Joe, et il me semble que M. Kennedy ne se porte pas trop bien pour y avoir passé la nuit. En effet, j'ai une fièvre assez forte, fit le chasseur. Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Nous nous trouvons dans l'une des régions les plus insalubres de l'Afrique. Mais nous n'y resterons pas longtemps. En route. Grâce à une manœuvre adroite de Joe, l'ancre fut décrochée, et, au moyen de l'échelle, Joe regagna la nacelle. Le docteur dilata vivement le gaz, et le Victoria reprit son vol, poussé par un vent assez fort. Quelques huttes apparaissaient à peine au milieu de ce brouillard pestilentiel. Le pays changeait d'aspect. Il arrive fréquemment en Afrique qu'une région malsaine et de peu d'étendue confine à des contrées parfaitement salubres. Kennedy souffrait visiblement, et la fièvre accablait sa nature vigoureuse. Ce n'est pourtant pas le cas d'être malade, fit-il en s'enveloppant de sa couverture et se couchant sous la tente. Un peu de patience, mon cher Dick, répondit le docteur Fergusson, et tu seras guéri rapidement. Guéri, ma foi. Samuel, si tu as dans ta pharmacie de voyage quelque drogue qui me remette sur pied, administre-la-moi sans retard, je l'avalerai les yeux fermés. J'ai mieux que cela, ami Dick, et je vais naturellement te donner un fébrifuge qui ne coûtera rien. Et comment feras-tu? C'est fort simple. Je vais tout bonnement monter au-dessus de ces nuages qui nous inondent et m'éloigner de cette atmosphère pestilentielle. Je te demande 10 minutes pour dilater l'hydrogène. Les 10 minutes n'étaient pas écoulées que les voyageurs avaient dépassé la zone humide. Attends un peu, Dick, et tu vas sentir l'influence de l'air pur et du soleil. En voilà un remède, dit Joe, mais c'est merveilleux. Non, c'est tout naturel. Oh, pour naturel, je n'en doute pas. J'envoie Dick en bon air, comme cela se fait tous les jours en Europe, et comme à la Martinique, je l'enverrai au Piton, montagne élevée de la Martinique, pour fuir la fièvre jaune. Ah ça! Mais c'est un paradis que ce ballon, dit Kennedy, déjà plus à l'aise. En tout cas, il y mène, répondit sérieusement Joe. C'était un curieux spectacle que celui des masses de nuages agglomérées en ce moment au-dessous de la nacelle. Elles roulaient les unes sur les autres et se confondaient dans un éclat magnifique en réfléchissant les rayons du soleil. Le Victoria atteignit une hauteur de 4000 pieds. Le thermomètre indiquait un certain abaissement dans la température. On ne voyait plus la terre. À une cinquantaine de milles dans l'ouest, le mont Rubeho dressait sa tête étincelante. Il formait la limite du pays d'Ugogo, par 36° 20' de longitude. Le vent soufflait avec une vitesse de 20 milles à l'heure,
mais les voyageurs ne sentaient rien de cette rapidité. Ils n'éprouvaient aucune secousse, n'ayant pas même le sentiment de la locomotion. 3 heures plus tard, la prédiction du docteur se réalisait. Kennedy ne sentait plus aucun frisson de fièvre et déjeuna avec appétit. Voilà qui enfonce le sulfate de quinine, dit-il avec satisfaction. Précisément, fit Joe, c'est ici que je me retirerai pendant mes vieux jours. Vers 10 heures du matin, l'atmosphère s'éclaircit. Il se fit une trouée dans les nuages, la terre reparut. Le Victoria s'en approchait insensiblement. Le docteur Fergusson cherchait un courant qui le portât plus au nord-est, et il le rencontra à 600 pieds du sol. Le pays devenait accidenté, montueux même. Le district du Zungomero s'effaçait dans l'est avec les derniers cocotiers de cette latitude. Bientôt les crêtes d'une montagne prirent une saillie plus arrêtée. Quelques pics s'élevaient çà et là. Il fallut veiller à chaque instant aux cônes aigus qui semblaient surgir inopinément. Nous sommes au milieu des brisants, dit Kennedy. Sois tranquille, Dick, nous ne toucherons pas. Jolie manière de voyager tout de même, répliqua Joe. En effet, le docteur manœuvrait son ballon avec une merveilleuse dextérité. S'il nous fallait marcher sur ce terrain détrempé, dit-il, nous nous traînerions dans une boue malsaine. Depuis notre départ de Zanzibar, la moitié de nos bêtes de somme seraient déjà mortes de fatigue. Nous aurions l'air de spectres et le désespoir nous prendrait au cœur. Nous serions en lutte incessante avec nos guides, nos porteurs, exposés à leur brutalité sans frein. Le jour, une chaleur humide insupportable, accablante. La nuit, un froid souvent intolérable et les piqûres de certaines mouches dont les mandibules percent la toile la plus épaisse et qui rendent fou. Et tout cela sans parler des bêtes et des peuplades féroces. Je demande à ne pas en essayer, répliqua simplement Joe. Je n'exagère rien, reprit le docteur Fergusson, car au récit des voyageurs qui ont eu l'audace de s'aventurer dans ces contrées, les larmes vous viendraient aux yeux. Vers 11 heures, on dépassait le bassin d'Imengé. Les tribus éparses sur ces collines menaçaient vainement le Victoria de leurs armes. Il arrivait enfin aux dernières ondulations de terrain qui précèdent le Rubeho. Elles forment la troisième chaîne et la plus élevée des montagnes de l'Usagara. Les voyageurs se rendaient parfaitement compte de la conformation orographique du pays. Ces 3 ramifications, dont le Dutumi forme le premier échelon, sont séparées par de vastes plaines longitudinales. Ces croupes élevées se composent de cônes arrondis, entre lesquels le sol est parsemé de blocs erratiques et de galets. La déclivité la plus roide de ces montagnes fait face à la côte de Zanzibar. Les pentes occidentales ne sont guère que des plateaux inclinés. Les dépressions de terrain sont couvertes d'une terre noire et fertile, où la végétation est vigoureuse. Divers cours d'eau s'infiltrent vers l'est et vont affluer dans le Kingani, au milieu de bouquets gigantesques de sycomores, de tamarins, de calebassiers et de palmyras. Attention, dit le docteur Fergusson, nous approchons du Rubeho, dont le nom signifie dans la langue du pays passage des vents. Nous ferons bien d'en doubler les arêtes aiguës à une certaine hauteur. Si ma carte est exacte, nous allons nous porter à une élévation de plus de 5000 pieds. Est-ce que nous aurons souvent l'occasion d'atteindre ces zones supérieures? Rarement. L'altitude des montagnes de l'Afrique paraît être médiocre relativement au sommet de l'Europe et de l'Asie. Mais en tout cas, notre Victoria ne sera pas embarrassé de les franchir. En peu de temps, le gaz se dilata sous l'action de la chaleur et le ballon prit une marche ascensionnelle très marquée. La dilatation de l'hydrogène n'offrait rien de dangereux d'ailleurs, et la vaste capacité de l'aérostat n'était remplie qu'aux 3/4. Le baromètre, par une dépression de près de 8 pouces, indiqua une élévation de 6000 pieds. Irions-nous longtemps ainsi? Demanda Joe. L'atmosphère terrestre a une hauteur de 6000 toises, répondit le docteur. Avec un vaste ballon, on irait loin. C'est ce qu'ont fait messieurs Brioschi et Gay-Lussac. Mais alors le sang leur sortit